Choisir un bateau pour le large, c'est un peu comme choisir un abri la semaine avant un ouragan. Par temps calme, presque tout a l'air bien. Vous pouvez vous en sortir avec des murs fins et une jolie vue. La mer est patiente comme ça. Elle laisse les mauvais choix paraître bons pendant étonnamment longtemps. Et puis un après-midi, le vent tourne, le baromètre chute, la météo cesse d'avoir du sens, et soudain la seule question qui compte, c'est de savoir si la chose que vous avez achetée peut vraiment tenir le coup. C'est à ce moment-là que les bateaux cessent d'être un loisir et deviennent une décision avec laquelle vous devez vivre. Là-bas, personne ne se soucie de l'allure du bateau au ponton, de l'astuce de la cuisine ou de ce que le courtier vous a raconté sur la revente. Les grosses vagues ont une façon de rendre chaque raccourci honnête. Donc la question devient simple. Quels bateaux ont vraiment gagné la confiance des marins qui ont été retournés, couchés et qui sont quand même rentrés à la maison? Voici 5 voiliers de haute mer sur lesquels les marins solitaires plus âgés s'appuient quand la météo arrête de négocier. On commence avec le Hans Christian 33, croiseur lourd, conçu de la quille jusqu'en haut pour un seul boulot. Vous gardez en vie au large. Au premier coup d'œil, 10 mètres, ça paraît petit pour un vrai bateau océanique. Puis vous voyez le chiffre qui compte. Environ 7800 kilos de déplacement sur un bateau de cette longueur. Ce n'est pas un chiffre de croisière, c'est un chiffre de survie. Le Hans Christian 33 ne navigue pas bien dans 6 nœuds de brise, et il n'a jamais prétendu le faire. Une fois que le vent dépasse les 12 nœuds, le bateau commence à faire ce pourquoi il a été construit. Il arrête de se faire balader et commence à trancher la mer, pendant que des bateaux plus légers et plus larges rebondissent au sommet des vagues et punissent l'équipage. Quille longue, safran sur skeg, cockpit profond, menuiserie en teck massive à l'intérieur. Le genre de construction où vous entendez la différence quand vous montez à bord. Les propriétaires qui en ont eu 2 ou 3 disent en général la même chose, qu'ils confient leur vie au bateau par tous les temps. Vous ne gagnerez pas de régate avec lui. Ce n'est pas le compromis. Le compromis, c'est que vous arrivez au sec, dans un cockpit qui ressemble à un bunker, à l'intérieur d'une coque construite comme si elle était censée vous survivre. Sur le papier, le gréement de cotre est flexible et facile à équilibrer en équipage réduit. En pratique, ça veut dire qu'un marin solitaire peut prendre un ris dans la grand-voile, choquer le génois, et le bateau garde ses bonnes manières. Le seul vrai piège, c'est le teck. Tout cet artisanat qui paraît si beau en photo exige un vrai entretien. Sautez 2 saisons et vous allez le payer. Mais si vous voulez un bateau de 10 mètres à toute épreuve qui ressemble encore à un vrai foyer de marin en bas, il n'y a pas beaucoup de concurrents honnêtes. Le deuxième, c'est le Mariner 36, et celui-là montre ce qu'une coque en fibre de verre proprement construite d'une époque révolue peut encore faire. Quille profilée, safran protégé par un skeg, déplacement modéré. Contrairement à beaucoup de bateaux modernes à quille profilée qui paraissent nerveux dans du vrai temps, le Mariner 36 se situe dans cette plage moyenne lourde où vous obtenez une vitesse de passage correcte sans renoncer à la stabilité. Le coefficient de chavirement de ce bateau tourne autour de 1,83. C'est bien en dessous du seuil de 2 qui a été développé après le désastre du Fastnet de 1979, quand seulement 86 bateaux sur 303 avaient terminé. Cette formule n'a jamais été censée tout prédire, mais elle vous donne une idée approximative des bateaux construits pour encaisser. Le Mariner 36 passe le test confortablement. Le coefficient de confort est autour de 30, ce qui veut dire que le mouvement est assez stable pour les longues traversées, plutôt que le roulis sec et saccadé d'un bateau plus léger. Le cockpit est profond, l'intérieur est classique et simple, construit pour être entretenu en mer plutôt qu'admiré dans un salon. Un avertissement pour les acheteurs. Le Mariner 36 construit dans le New Hampshire se confond avec des bateaux asiatiques sans rapport qui partagent le nom. Faites les recherches, regardez les numéros de coque, vérifiez le constructeur. Le bon Mariner 36, c'est un bateau qui vous laissera partir par mauvais temps le matin
et rentrer en sécurité le soir sans drame. Le troisième, c'est le Rival 34. C'est un bateau britannique, et ça se sent dans le design. Il a été construit pour la mer du Nord, la Manche et les approches occidentales. C'est-à-dire qu'il a été construit pour des eaux qui ne pardonnent pas les erreurs. Environ 5,4 tonnes de déplacement, ratio de lest élevé, quille profonde, safran sur skeg. Certifié aux normes Lloyd's 100A1, ce qui comptait quand il a été construit et qui dit encore quelque chose sur la construction aujourd'hui. Le mouvement, c'est ce que les propriétaires expérimentés mentionnent toujours en premier. Marin, stable, prévisible, sec, quand la plupart des bateaux ne le sont pas. Le Rival 34 a gagné sa vraie réputation pendant la transatlantique Ostar de 1976, quand l'architecte Peter Brett a mené son propre bateau à travers des vents de 60 nœuds, a pris une vague scélérate qui lui a coûté la grand voile, et a quand même ramené le bateau équilibré et récupérable jusqu'à l'arrivée. Ce genre d'histoire reste pour une raison. Les propriétaires le décrivent comme l'un des bateaux les plus rassurants qu'ils aient navigué par gros temps. Pas rapide, pas excitant dans le petit temps, maladroit dans une marine acérée. Au large, là où il appartient vraiment, il cesse de ressembler à un yacht et commence à ressembler à un partenaire silencieux qui va vous ramener à la maison. Le quatrième, c'est le Nicholson 38. Voilà à quoi ressemblait l'ère de la fibre de verre surdimensionnée quand les constructeurs avaient encore quelque chose à prouver. Camper et Nicholson l'ont conçu pour les eaux européennes exigeantes, puis ils l'ont continué à améliorer. La coque est épaisse d'une manière presque absurde selon les standards modernes. La quille longue le fait suivre sa route comme un train dans les mers de l'arrière, et le coefficient de confort se situe autour de 35, ce qui est du sérieux territoire hauturier. Ce qui le rend particulièrement intéressant pour un marin solitaire, c'est le gréement de ketch. Dans un grain soudain, vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur le pont et de batailler avec la grand voile. Vous pouvez l'affaler, courir sous voile d'avant et artimon, garder le bateau équilibré et continuer. Cette flexibilité vaut beaucoup quand vous êtes seul la nuit et que le vent monte plus vite que ce que disait la météo. Le ratio de lest élevé veut dire que le bateau reste ferme, porte de la toile plus longtemps sans se faire surcharger et reste posé quand la brise grimpe. Le cockpit central et la cabine arrière ne paraîtront pas spacieux à côté des croiseurs modernes à tableau large. Mais au large, ce que vous obtenez à la place, c'est une position protégée, une structure qui ne se plaint pas, et la confiance de continuer à pousser à travers des conditions qui auraient un bateau plus léger en train de mendier un abri. Il a fait le tour du monde de nombreuses fois, et l'étiquette qui revient sans cesse, c'est « indestructible ». Le dernier, c'est le Bermuda 40 Mark II de Hinckley. Et c'est ce bateau rare qui parvient à paraître parfait, amarré dans un port de Nouvelle-Angleterre, tout en tenant le coup dans du vrai temps. Ratio déplacement-longueur autour de 372, coque en fibre de verre épaisse et lourde, le genre de construction qu'on ne voit que des chantiers qui se souciaient plus de leur réputation que de leurs chiffres de production. Le Bermuda 40 ne chevauche pas les vagues comme le fait un bateau plus léger. Il s'installe dedans. Il porte son poids avec une autorité tranquille que la plupart des bateaux doivent simuler. Le gréement est un yawl, et ce n'est pas qu'un choix de design, c'est un système de contrôle. Le petit mât d'artimon installé à l'arrière n'est pas vraiment là pour ajouter de la puissance. Il est là pour équilibrer la barre. Réglez l'artimon, et vous pouvez retirer de la pression au safran, ce qui fait une vraie différence sur une longue traversée en solo, quand vous essayez d'économiser de l'énergie et de garder le pilote automatique qui fonctionne correctement. Par gros temps, vous pouvez naviguer sous foc, trinquette et artimon, ce qui abaisse le centre de poussée, réduit la gîte et garde le bateau en mouvement sans surcharger quoi que ce soit. Sous la flottaison, la dérive vous donne une flexibilité que très peu de bateaux hauturiers offrent. Faible tirant d'eau quand vous avez besoin de vous glisser dans un port,
tirant d'eau plus profond pour le travail au près correct et la tenue de route en mer. Rien de tout ça n'est une question de vitesse. Tout ça est une question de rendre une longue traversée moins punitive pour le marin. Regardez ces 5 bateaux ensemble, et un schéma commence à apparaître. Aucun n'est le plus rapide. Aucun n'est le plus facile à amarrer. Aucun ne sera le moins cher à entretenir correctement sur 20 ans, parce qu'ils sont tous plus anciens et que la plupart sont construits avec des matériaux qui exigent de l'attention. Mais chacun d'entre eux partage quelque chose qui compte plus au large que tout ça. Ils ne tombent pas en morceaux quand les conditions se dégradent. C'est tout l'enjeu. Là-bas, surtout quand vous naviguez seul, la question n'est pas de savoir à quelle vitesse vous pouvez arriver quelque part. C'est de savoir si le bateau va encore prendre soin de vous quand vous n'aurez pas dormi correctement depuis 2 jours, quand les vagues continueront de monter au lieu de baisser, et quand le vent refusera juste de mollir. Les bateaux à qui vous pouvez faire confiance dans cette situation ne sont presque jamais ceux qui attirent le plus l'attention dans un salon nautique. Ils sont plus lourds, ils sont plus lents. Ils ont l'air datés à côté des bateaux de série à tableau large. Et ils sont encore là parce qu'ils ont gagné le droit d'y être. Si vous avez possédé l'un de ces 5 ou quelque chose de similaire, j'aimerais entendre ce qui a tenu et ce qui n'a pas tenu. Surtout les marins solitaires, ce qui a vraiment compté au large, ce qui vous a surpris, ce que vous feriez différemment la prochaine fois. C'est le genre de choses que les brochures ne vous disent jamais. Si vous voulez plus de ces décryptages directs et pratiques de bateaux dignes de confiance quand la météo tourne, abonnez-vous et laissez un like. Cette chaîne existe pour exactement cette conversation.